Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre, je vais vous présenter un livre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Et je me suis penché dessus parce que le sujet m'intéressait pour la bonne et simple raison que j'y connais pas grand chose. Donc c'est intéressant de découvrir un sujet qu'on ne maîtrise pas. Là pour le coup je ne le maîtrise pas très bien. Et ça va évidemment entraîner quelques soucis lors de la lecture, pas nombreux, mais tout de même, que je vais vous expliquer pendant la vidéo. Et en même temps, évidemment, c'est passionnant et stimulant parce qu'on découvre, on est en terre inconnue et on découvre un nouveau sujet, en tout cas, on touche du doigt quelque chose. Alors, le sujet traité aujourd'hui, c'est un sujet philosophique et c'est un livre de Michel Onfray. Michel Onfray, il est très connu, évidemment. Beaucoup de gens le connaissent maintenant, c'est un philosophe français très médiatique. Alors médiatique, en tout cas, il est très présent sur YouTube, sur les réseaux alternatifs. Il n'est pas forcément très présent dans les médias télévisés, bien il soit intervenant sur CNews, il me semble bien. Mais voilà, ça fait des années qu'il passe sur des plateaux, qu'il présente ses livres, qu'il présente ses thèses, évidemment ses thèses philosophiques. Il est connu, Michel Onfray, parce qu'il a aussi fait partie de ces rares intellectuels qui ont pris la défense des Gilets jaunes, à l'époque de la crise des Gilets jaunes. Et donc voilà, il a une position particulière dans le monde intellectuel français. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il s'exprime sur tout. Bon, c'est son métier, hein, c'est un philosophe, il est là pour réfléchir sur tout, comme tout un chacun d'ailleurs, on devrait tous réfléchir sur tout. Et donc voilà, il a la parole facile, il donne son avis à travers évidemment une œuvre considérable, je ne sais plus combien de livres il a écrit, mais plus de 100, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être 150 livres, je ne sais plus, enfin, comme il le dit, il passe une grande partie de sa vie à écrire. Alors, on comprend, parce que vu la production gigantesque qu'il a, il faut vraiment être au travail régulièrement. Et donc voilà, ce livre de Michel Onfray est un livre purement philosophique, parce que Onfray, il écrit sur un tas de choses différentes, sur la société. Il avait écrit un livre sur les Gilets jaunes d'ailleurs. Il écrit des chroniques politiques. Il y en avait, j'en ai lu un qui était vraiment sympa, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin peu importe, ça me reviendra tout à l'heure peut-être. Et il écrit aussi évidemment sur la philo, et là c'est un livre purement philosophique que je vous présente. Et c'est le premier tome de sa contre-histoire de la philosophie. Donc je l'ai en édition livre de poche. Donc c'est Sagesse antique. Donc c'est le premier tome de la contre-histoire de la philosophie. Il y a 7 tomes, je crois, non il y a peut-être plus que ça d'ailleurs. Là il y avait 7 tomes au moment où ce livre de poche a été édité. Ce livre commence à dater, il est de 2006. Et si je ne me trompe pas, il a écrit ce livre après son traité d'athéologie. Alors il faudrait vérifier, mais je crois que c'est 2005 le traité d'athéologie. Et ce serait cohérent vu ce qu'il dit et la manière dont il parle de philosophie dans ce livre. Alors, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout un expert en philosophie. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu des extraits sur des thématiques différentes. Je crois que le seul livre qui synthétise la philosophie que j'ai lu, c'était il y a très longtemps, c'était Le Monde de Sophie, qui a eu beaucoup de succès, qui était très bien d'ailleurs, mais ça fait vraiment longtemps, des années et des années, je ne m'en souviens plus du tout. Donc c'est un sujet sur lequel je me suis pas trop penché, à part peut-être un peu l'épicurisme et l'hédonisme, et ça tombe bien parce que les sagesses antiques, dont on va parler Michel Onfray dans ce livre, sont là pour nous parler justement d'hédonisme et d'épicurisme, de matérialistes, de philosophes matérialistes. Et le but d'Onfray, dans ce livre, c'est de nous expliquer pourquoi ces philosophes qui étaient sans doute très importants dans l'Antiquité, ils sont passés à la trappe de la postérité, et pourquoi la philosophie a été écrite différemment. Donc on a une philosophie platonicienne qui s'est répandue sur le monde et qui a globalement
mis sous le tapis toute la philosophie préexistante, pré-socratique comme on dit, même si c'est plus subtil que ça. Et donc, en fait, Onfray, il veut, dans ce premier tome de sa contre-histoire de la philosophie, nous expliquer pourquoi ces philosophes ont été évincés, et deuxièmement, pourquoi ils méritent d'être déterrés et pourquoi il faut travailler dessus. Alors il nous explique que beaucoup de ces philosophes ont peu de livres qui leur sont consacrés, en tout cas pendant longtemps ça a été le cas, et il va nous argumenter tout ça dans un livre qui, je dois le dire tout de suite, est vraiment intéressant. Alors il n'est pas facile d'accès, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas facile d'accès, il mériterait une connaissance philosophique plus approfondie pour en percevoir toutes les subtilités. Maintenant, avec une lecture attentive, quand on est intéressé, que le sujet nous passionne, eh bien, en tout cas, qu'il nous intéresse fortement, on entre quand même dans le livre facilement. Après, je dis pas qu'il faut pas faire des pauses de temps en temps pour aller chercher un concept un petit peu plus précis qu'il a développé, mais globalement, on pourrait, sur une première lecture, je me demande si je vais pas le relire une deuxième fois, on pourrait, sur une première lecture, se contenter de parcourir le livre, de le lire et de prendre des notes, ce que j'ai fait. J'ai pris des notes et à la fin du livre et sur une fiche indépendante. Et là, c'était pas pour la vidéo, hein, c'était pour pouvoir approfondir plus tard le sujet. Et on pourrait quand même se contenter, voilà, d'une première lecture. Maintenant, il faut le savoir, ça n'est pas une œuvre extrêmement facile d'accès, et pourtant j'imagine qu'Onfray, il n'a pas forcément voulu complexifier le sujet. Mais quand on ne possède pas toutes les clés philosophiques, ça n'est pas forcément évident. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit essentiellement dans ce livre? Alors, il nous dit que il y a une philosophie qui a été passée sous silence, donc la philosophie des sagesses antiques, pré-socratiques, pré-Platon aussi. Et pourquoi? Eh bien parce que la philo est écrite par les vainqueurs globalement, et que les vainqueurs, eh bien, ce ne sont pas les pré-socratiques et les hédonistes et les épicuristes, ce sont plutôt les philosophes platoniciens et l'Église. Là, on retrouve évidemment le thème, un thème en tout cas, de prédilection de Michel Onfray, parce que Michel Onfray s'en défend souvent. Il dit que dans toute son œuvre, il a écrit 2 livres contre l'Église, donc le traité de la théologie, et là il vient de signer une vie de Jésus, je crois, ou un livre sur Jésus en tout cas. Je crois qu'il veut encore une fois s'attaquer à l'historicité du Christ. Passons. Mais toujours est-il que même s'il n'a fait que 2 livres sur le sujet, il en parle très souvent. Je peux le comprendre. Je suis un athée convaincu. Donc je peux comprendre qu'il ait envie régulièrement de parler des travers de l'Église, de ce qui ne va pas dans l'Église catholique. Ceci dit, bon, je fais une petite digression, mais Onfray, il est revenu un petit peu sur ses attaques féroces contre l'Église ces derniers mois, peut-être ces dernières années, mais ces derniers mois c'est évident. Il explique lui-même que il aurait peut-être pas dû taper sur l'ambulance parce que la chrétienté va très très mal et que globalement les valeurs chrétiennes sont remplacées par d'autres valeurs. Alors on connaît, ou non pour ceux qui ne le connaissent pas, les positions d'Onfray sur la société. Il est plutôt pessimiste mais fataliste. Il imagine que la société judéo-chrétienne et la civilisation occidentale dont elle est issue, eh bien, elle est en train de s'effondrer, de s'écrouler, qu'on peut faire ce qu'on veut, on n'y changera rien. Que c'est fini, on est en train de vivre un écroulement de civilisation, comme l'Égypte antique s'est écroulée, comme la Grèce antique s'est écroulée, comme l'Empire romain s'est écroulé. Donc voilà, pour lui, il voit ça, et effectivement, c'est sûr que est-ce que ça sert encore de détruire une civilisation qui est en train de mourir? C'est pas sûr. Et Onfray lui-même l'a compris parce que il commence à pondérer un peu ses propos par rapport à ça. D'ailleurs, j'étais même complètement scotché. Il est allé faire une retraite, alors, si ce n'est spirituelle, enfin religieuse, un petit peu spirituel dans une abbaye pour rencontrer des moines, discuter avec eux et en sortir un livre, encore un livre. Donc je ne l'ai pas lu, j'ai juste entendu quelques interviews. Donc voilà, on nous apprendrait que Michel Onfray se convertit au christianisme dans 10 ans, que je n'en serais même pas étonné. Ah, je serais étonné en réalité, mais quand même, je me dirais, ah bah oui, il y a une logique là-dedans, il y a une évolution, bon. D'ailleurs, lui-même, je crois qu'il a dit à un moment donné que ça n'était pas totalement impossible, que tout était possible.
Il n'a pas dit qu'il voulait se convertir, mais en tout cas, il a évoqué le fait que ça n'était pas complètement impossible. Fermons cette parenthèse et revenons sur le livre. Donc, le thème principal, il pourrait se résumer à celui-ci, à savoir, l'Église, par son rayonnement, par sa puissance de feu pendant 1500 ans, a globalement fait mourir les pensées préexistantes, une philosophie préexistante. Elle a accepté Platon parce que Platon est un idéaliste, donc finalement il rejoint la thématique globalement religieuse avec une importance de l'âme, la détestation du corps. Bon, ça, ce sont des thématiques qui vont bien à l'Église. Et donc on a accepté de transmettre les textes de Platon globalement, hein, je synthétise, hein, parce que ça allait dans le sens de l'Église et que ça ne faisait pas de mal. Alors que les philosophes présocratiques, eh bien eux, ils auraient pu faire du mal parce que ils n'avaient pas du tout la même vision des choses. Alors, encore plus les hédonistes et les épicuriens. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ. C'est autour de ça que va s'articuler tout le livre. Et Onfray va traverser l'histoire de la philosophie antique en nous présentant des philosophes connus, moins connus, qui ont laissé une trace. Donc il va nous parler de Démocrite, il va nous parler d'autres philosophes, et il va finir par Épicure également. Et donc voilà, on a tout un spectre de philosophes antiques qui sont passés un peu sous silence. Alors il nous donne les raisons de ce silence. Ça n'est pas uniquement parce que l'Église a contribué à évincer cette philosophie, bien que ce soit le cas. Mais il y a aussi simplement le côté fragmentaire des choses. On a très très peu de sources. On a très peu de documents, on a très peu de papyrus. Beaucoup ont été perdus dans le temps, se sont désagrégés. Certains ont été volontairement détruits. Il nous parle de la volonté de Platon, par exemple, de faire des autodafés pour se débarrasser des œuvres de Démocrite. C'est assez incroyable. Donc en fait, la lutte intellectuelle ne suffisait pas. Il fallait détruire l'adversaire simplement parce qu'on ne voulait pas que sa position philosophique soit entendue. Donc il y a cette problématique de sources. Et les sources sont vraiment très très peu nombreuses. Elles sont fragmentaires et elles sont souvent indirectes. Donc on nous cite un philosophe cité lui-même par un autre philosophe dans le monde antique qui rapporte des propos et on a quelques sentences, on n'a pas grand-chose en fait. Donc c'est très très compliqué. L'œuvre est perdue et la pensée présocratique elle est vraiment rare. Donc du coup on a du mal à réunir le puzzle. Toujours est-il qu'il existe quand même des textes et qu'on peut en tirer des choses importantes. Alors Onfray nous rappelle que globalement les pensées anciennes grecques ont été sans doute influencés par d'autres penseurs. Ça, c'est intéressant. Il nous parle de gymnosophistes. Alors, je ne connaissais pas ce terme-là. Ce sont des sortes de yogis indiens d'Inde, de ce monde oriental assez lointain, qui aurait été assez proche de cette pensée, qui aurait inspiré les Grecs. Alors il n'y aurait pas que les Indiens, les Grecs auraient pu être influencés par globalement les Orientaux en général, les Mésopotamiens, peut-être aussi les Chinois. Et donc voilà, il existe une pensée avant Socrate, sans doute qu'il aurait pu s'inspirer de ces modes de pensée-là. Idem pour Pythagore. Il y a des pensées pythagoriciennes qui pourraient être issues de ce monde oriental. Donc c'est vraiment intéressant de se plonger là-dedans, de comprendre que on s'en doute évidemment. Une idée elle se construit petit à petit, mais là, comme les sources ne sont pas conservées, on a du mal à réunir le puzzle. Mais c'est intéressant de mettre ça en perspective et de comprendre que les Grecs eux-mêmes auraient pu être influencés et tirer leur pensée, leur richesse d'autres civilisations lointaines. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Onfray nous explique dans ce livre que parfois, au hasard d'une découverte archéologique, on peut faire de la recherche philosophique. Alors évidemment, ça paraît logique. On découvre un site archéologique, le site conserve
une pièce précieuse, un artefact précieux, et il nous livre une pensée ancienne, disparue, dont les textes n'ont pas traversé le temps. Il nous donne quelques exemples. Il nous parle d'une villa, la villa de Pison, à Herculanum. Herculanum, une des villes ensevelies avec Pompéi, avec cette éruption terrible du Vésuve. Herculanum bien conservé également. Cette ville-là est découverte, et dans cette ville-là, on découvre des papyrus qui nous livrent une somme assez importante de textes épicuriens. Donc là, on est au monde romain, on n'est plus chez les Grecs. Donc le monde la pensée a évolué. Donc les Romains sont un peu les héritiers des pensées grecques, et en tout cas de l'hédonisme grec. Et donc on a, grâce à ces rouleaux découverts, une source d'information vraiment riche. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a des exemples comme ça dans le livre. Il y a d'autres types de pensées qui sont découvertes, la pensée des gnostiques par exemple, qui ont été archivés dans des jarres dans le désert. Donc on a retrouvé ces textes-là, et donc voilà, donc ça c'est vraiment intéressant de comprendre que Onfray il a réuni tout ça dans son livre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est globalement de traverser le monde antique et de comprendre comment cette pensée a pu se construire. Ça, c'est vraiment sympa. Le texte est assez parfois difficile, mais malgré tout, il a une vraie logique. Onfray explique, et il a raison, que beaucoup de philosophes s'amusent presque à construire des terminologies compliquées, des univers assez abscons qu'on ne peut pas aborder si on n'a pas simplement la culture pour le faire. Et même quand on a la culture, parfois il y a une volonté de fermer le texte par des néologismes, spécialités de certains philosophes, et donc du coup ils ne tombent pas là-dedans. Alors le vocabulaire d'Onfray est très riche. On peut s'arrêter sur des mots. Évidemment, ils ont souvent attrait à un concept philosophique, donc c'est pas toujours évident quand on ne maîtrise pas la thématique. Mais en dehors de ça, la pensée est claire. Donc la pensée du philosophe est claire. Donc on traverse ce livre d'une manière agréable. Il est ardu, mais c'est agréable de le lire. Donc je vais vous lire quand même quelques exemples, parce que c'est intéressant de voir le ton de Michel Onfray, et aussi qu'est-ce qu'il nous dit. Et je vais vous citer déjà un exemple qui pourrait être une des thématiques du livre, finalement. C'est la manière dont l'idéalisme de Platon, qui va donc annoncer la voie chrétienne plus tard, est une sorte d'arnaque, en réalité. Je le dis avec des mots simples, mais c'est un peu ça. Donc je vais vous lire cet exemple. Platon règne donc en maître, car l'idéalisme, en faisant prendre des vessies mythologiques pour des lanternes philosophiques, permet de justifier le monde comme il va, d'inviter à se détourner de l'ici-bas, de la vie, de ce monde, de la matière du réel, au profit de fictions avec lesquelles se composent les histoires pour enfants, à quoi se réduisent toutes les religions. Un ciel des idées pures qui échappe au temps, à l'entropie, aux hommes, à l'histoire, un arrière-monde peuplé de songes, crédité de plus de réalité que de réel. Une âme immatérielle sauvant les hommes du péché d'incarnation, une possibilité pour l'homo sapiens qui consacre scrupuleusement toute sa vie à mourir de son vivant, de connaître la félicité angélique d'une destinée post-mortem. Et d'autres billevesées, constituant une vision du monde mythologique dans laquelle bon nombre croupissent encore. Donc voilà, là on a vraiment la teneur de ce que Onfray va dérouler dans le livre. Mais c'est dans l'introduction, mais on retrouve globalement cette patte-là tout au long du livre. Alors là, je vais vous lire un autre passage, assez long, mais il est vraiment intéressant.
c'est sur comment est-ce que finalement on a sorti les philosophes qui pouvaient déranger du monde philosophique. Donc là on va parler de Démocrite et de Socrate. Alors Socrate est très connu, mais Onfray nous explique que sa pensée a été complètement détournée par Platon. Parfois il y a plus de Platon que de Socrate dans les propos de Socrate rapportés par Platon, et donc du coup il nous met ça en perspective avec Démocrite également, ce philosophe dont Platon voulait un peu se débarrasser. Donc une partie assez longue mais assez intéressante qui en dit long sur ce que Onfray va développer encore une fois. Là on est au tout début du livre, page 55, sur ce que Onfray va développer dans le livre. Je ne vais pas vous lire beaucoup d'extraits, c'est pour ça que je choisis cet extrait, il est assez intéressant. Donc là, il nous a parlé de la manière dont on se débarrassait des vaincus philosophiques. Nous vivons en effet sous le règne des vainqueurs. L'histoire de la philosophie est écrite par des gens nettement juges et partis. La tradition platonicienne, puissamment relayée par le christianisme, domine l'Occident depuis des siècles. Tout ce qui n'entre pas dans cet ordre est minimisé, négligé, caricaturé, oublié. Démocrite, en figure tutélaire du matérialisme antique, passe à la trappe des idéalistes qui peuvent, dès lors, laisser croire à la toute-puissance de Platon et de son clergé. La même plume, tenue par les vainqueurs, vaut à Socrate. Le pauvre Socrate, encore une fois assassiné. La réputation que lui fait Platon, et lui seul, platonisé à outrance, il apparaît difficilement dans la majesté de ce qu'il fut, vraisemblablement plus ironiste, plus drôle, plus mystérieux, moins dévot de la cause intelligible que la tradition ne le laisse croire. Un étrange trio de contemporains associe en effet Socrate l'Athénien, Aristippe le Cyrénaïque et Diogène le Cynique dans une figure de style subversive qui gagne à être dissociée du magnétisme platonicien. À la manière du crucifié, il parle de Jésus-Christ, Socrate fonctionne en point de référence et de rupture. Avant lui, dans un même panier, on installe Empédocle, Héraclite, Anaxagore, Parménide, Démocrite, au mépris de leurs différences et de la richesse de leur vision du monde. Puis, pour faire bonne mesure, on les affuble d'une pensée magique, thaumaturgique, mythologique, encore embuée de religion, de fables, qui plus est poétique. Ah, déjà le vilain défaut de l'expression élégante, préférée à l'exposition obscure et laborieuse. Avant la raison raisonnable et raisonnante, avant la déduction, la dialectique, le dialogue, la rhétorique, il n'existait bien sûr que discours de sorciers, de mages, de poètes, de prêtres. En un mot, de mineurs et d'enfants fascinés par les histoires. Or, avant Socrate, on pense. Et comment? Mais pas dans les formes inventées par ses suivants, ses épigones. On embrasse la totalité du monde. On ne vit pas encore sous le règne des oppositions qui structurent la pensée occidentale. On ne se spécialise pas. La totalité du réel vaut comme un terrain d'investigation. On se fait tour à tour et méthodiquement astronome, physicien, mathématicien, médecin, moraliste, logicien, historien, géographe, météorologue, chroniqueur. Mais le même homme pratique tous ses savoirs, car le philosophe ne doit négliger aucun domaine. Il entend mener à bien sa tâche, et en vertu de quelle raison s'intéresser au vent, aux volcans, aux comètes et aux étoiles? Dans le dessein de rationaliser, dépasser la causalité théologique et inventer la causalité phénoménale. Pourquoi penser les atomes, le vide, la matière? Afin de ne plus laisser aucune place aux divinités et d'offrir à l'homme un espace magnifique pour ses œuvres. Voilà, il continue à ce sujet-là. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, on a pas mal de choses qui vont être développées dans le roman, et notamment aussi le fait que les philosophes antiques, de ces années pré-socratiques, ou en tout cas parfois contemporains de Platon, parce qu'il nous explique pour le coup que Démocrite est un contemporain de Platon. Ils ont les mêmes dates, de Socrate, excusez-moi. Démocrite est un contemporain de Socrate, ils ont les mêmes dates de naissance. Je crois que Socrate est né 10 ans avant. Par contre, Démocrite est mort bien plus tard, 30 ans après, hein, parce que évidemment on connaît l'histoire de Socrate avec son
son empoisonnement à la ciguë après sa condamnation. Et donc, ce ne sont pas, c'est un abus de langage présocratique. C'est un peu pour s'en débarrasser, pour finalement, encore une fois, les dissimuler et ne pas éclairer leur philosophie. Donc, c'est intéressant. Je reviens sur ce que je disais parce que on comprend que les philosophes antiques s'intéressent à tout. Ils s'intéressent à tout, ils ne s'interdisent rien, ils ne s'interdisent aucune pensée. Et un autre fait marquant très important, ils vivent en philosophes. Donc en fait, ils mettent en application ce qu'ils disent, ce qu'ils préconisent, ce qu'ils prêchent, pourrait-on dire. Et en fait, ils ne se contentent donc pas de donner des conseils. Ils veulent appliquer à eux-mêmes leur propre philosophie, à savoir, pour ce livre, hédoniste et épicurienne. Donc, je vais vous lire encore quelques extraits. Et là, je vais vous lire des passages sur l'hédonisme et sur les épicuriens. Il y a toujours ce grand dilemme pour les gens qui se revendiquent abusivement d'épicuriens, se qualifient d'épicuriens ou d'hédonistes. En fait, c'est vraiment compliqué. Quand on sort d'un livre comme celui-ci, on ferait le rappel, les mots sont souvent vidés de leur sens. Ils changent au fur et à mesure des années, bien sûr, mais en fait, l'essence même du mot ou de ce qu'il recouvrait à une époque a complètement changé. C'est le cas de l'eudémonisme, l'hédonisme ou l'épicurisme. Et effectivement, il y a un abus de langage quand on dit « je suis épicurien, donc je profite de tout ». Peu importe les conséquences, je vais faire ce que je veux de ma vie, me goinfrer, abuser de toute forme de plaisir. L'alcool, le tabac, la sexualité, vivre sans conséquence en réalité. Or, Onfray nous le rappelle dans son livre, c'est tout sauf la réalité. Les épicuriens comme les hédonistes ont malgré tout une sorte de code de vie, une sorte d'ascèse. C'est un peu paradoxal, mais il l'explique assez clairement. Il faut être rigoureux pour être épicurien et hédoniste. Les exemples que je vais vous citer vont en parler un petit peu. Donc là, je vais vous parler des joies simples, on pourrait le dire comme ça, des joies simples hédonistes, ce sont des extraits assez courts, et qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'hédonisme antique, et pourquoi on le pratique. Donc là, il a parlé beaucoup d'hédonisme, et il va donner une petite précision sur la joie que ça peut apporter. Face à ce tableau, les biens paraissent rares. Alors, les biens paraissent rares parce qu'il nous a expliqué avant que le monde, globalement, était médiocre, que le malheur régnait sur la vie des gens. Face à ce tableau, les biens paraissent rares, et qui plus est, périssables, passagers. De la même manière, les hommes vivent une existence limitée dans le temps, finalement très courte en regard de l'éternité. Autant transformer ce moment passé sur la planète en occasion de jubilation. Comment ? Par exemple, en jubilant de tout ce qui nous arrive et se place sous le signe du bien, en jouissant de ce moment, en adhérant à cet instant. Prendre conscience de la richesse d'un instant précaire mais heureux, savoir qu'il est une grâce dans une existence majoritairement placée sous le signe de la négativité, voilà une recette facilement applicable et directement pourvoyeuse de joie. Cette énergie positive permet de supporter plus facilement les mauvaises surprises de l'existence. Alors il poursuit. Le souci de ce qui doit se doubler d'un refus de ce qui pourrait être. Ne pas se contenter d'être et envisager l'avenir, parier et tabler sur les potentialités d'un futur possiblement extraordinaire génère trop de déconvenues. Le désespoir advient si on l'a espéré. La déception surgit parce qu'on l'a attendu. Leçon de sagesse, ne pas espérer, ne pas attendre, mais faire avec. Donc voilà, là il nous parle un petit peu d'une des visions possibles de l'hédonisme, à savoir se contenter des joies simples, ne pas se projeter dans le futur, ne pas regretter le passé. C'est la meilleure solution pour finalement ne pas avoir de soucis. C'est pas si bête. C'est vrai que finalement, quand on a des préoccupations passées, c'est compliqué d'en faire quelque chose. Quand on a des préoccupations futures, elles dépendent d'un futur qui n'est pas encore là.
Donc évidemment, c'est compliqué de trouver des solutions viables. Et donc finalement, on est un peu pris dans un étau, ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà une des leçons, une toute petite, hein. C'est pas uniquement ça, l'hédonisme développé par les penseurs antiques, mais voilà, ça c'est assez amusant. Je vais vous lire une autre petite, un petit passage sur cette fois-ci Épicure. Et donc là, on passe quelques temps et on a une autre vision globalement du plaisir et de la manière dont on peut le gérer. Donc ça c'est pareil, il nous a fait un développement sur Épicure avant. Cette prudence conduit à envisager la pratique immédiate comme la plus à même de générer un bénéfice immédiat, certes, mais également à venir. Un hédoniste digne de ce nom calcule ses plaisirs et n'obéit pas à un désir parce que désirable tel quel. Il y consent et l'engage sur la voie de la satisfaction si, et seulement si, la somme de déplaisir n'excède pas celle des plaisirs. Ce qui réjouit dans l'instant sera récusé s'il suppose un prix à payer en conséquence. Toute jouissance qui met en péril l'ataraxie, la joie de l'âme, est déclarée non désirable et à écarter. Le renoncement, la privation comptent parmi les voies d'accès au plaisir, quand ces choix permettent de conserver la paix de l'âme et la sérénité du corps, l'harmonie et l'équilibre obtenu par le travail sur soi. Voilà, il continue, là il développe encore. Et donc il nous explique que une ascèse rigoureuse, c'est les mots employés, les abus de table, de lit, des excès de tous ordres, des passions libidinales, autant de petits plaisirs fautifs et immédiats qui se paient demain, plus tard, un jour, de douleurs diverses, dégradation, fatigue du corps, maladie chronique et générique, vieillissement précoce, gâchis des énergies utiles, hystérisation des relations sexuées et autres variations sur le thème de la vie quotidienne percluse. Donc voilà, là il nous fait encore tout un développement. Il y aura beaucoup de développement autour de cette vision épicurienne, hédoniste, épicurienne du monde, à savoir l'épicurien réel, l'hédoniste réel, fait attention à sa vie. Il ne veut pas aller au-devant de déplaisirs, et donc pour ne pas aller au-devant de déplaisirs, il surveille ses plaisirs. Donc un plaisir doit générer du plaisir, mais ne doit pas générer de problématiques ultérieures. Il ratisse large, hein. On parle de tous les sujets de la vie, que ce soit l'alimentation, la sexualité, toutes sortes de plaisirs. La contrainte morale, voilà, il y a la contrainte sociétale, il y a vraiment un tas de choses. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le livre ne se contente pas de ça, hein. On apprend vraiment pas mal de choses, hein. Dans un passage court, il nous parle d'un philosophe, Antiphon d'Athènes, qui serait le précurseur de la psychanalyse. Donc il nous fait un petit passage là-dessus, je vais vous lire, c'est assez court. Il nous donne les clés de la compréhension de la psychanalyse bien avant Freud. Donc, invention de la psychanalyse. À ma connaissance, Freud ne cite jamais Antiphon d'Athènes. Alors ça, c'était avant qu'il écrive son livre sur Freud. Alors, entre parenthèses, j'ai senti que, à cette époque, reculé par rapport à l'écriture de Freud, son livre sur Freud doit dater de 2016, 2015, je ne me souviens plus, 2017, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus conciliant sur Freud dans ce livre qu'il ne l'est évidemment dans son livre sur Freud, où il essaie quand même de descendre le psychanalyste qui fait quand même passer un peu pour un arnaqueur. Là, on a l'impression qu'on ferait une évolution, parce que il est plutôt conciliant et même bienveillant avec Freud. Donc à ma connaissance, Freud ne cite jamais Antiphon d'Athènes, qui pourtant pourrait bien passer pour le précurseur de la discipline, créée à Vienne au début du XXe siècle. Qu'on en juge. Après avoir eu recours à des libelles d'un genre publicitaire, Antiphon a ouvert, près de l'Agora de Corinthe, un genre de cabinet dans lequel il reçoit des patients, qu'il soumet à un traitement qui repose sur la parole. D'abord, il écoute dans un tête-à-tête, puis suit une thérapie verbale. Le contenu de ces conversations vise la disparition de la souffrance qui a amené le patient au domicile du philosophe. Les détails de cette médication de l'âme par le verbe étaient sûrement consignés dans son livre « L'art d'échapper à l'affliction », mais cet ouvrage n'a pas été retrouvé, il est seulement cité. On reconnaissait au sophiste un immense pouvoir de persuasion, une puissance de feu verbal considérable. On imagine quel thérapeute il pouvait être.
Son option matérialiste, immanente, lui permet de concevoir qu'on peut accéder à la cause profonde du mal, située dans la matière atomique du patient, à l'aide de la parole, qui fabrique des représentations utiles pour agir sur le corps et infléchir les logiques de souffrance psychique, donc corporelle. Les principes de la psychanalyse se trouvent ici ramassés d'une manière étonnante. Donc voilà, il y a quelques anecdotes comme ça qui parcourent le livre et qui sont quand même intéressantes. Je vais bientôt terminer. Je peux pas quand même terminer le commentaire du livre sans encore une fois revenir sur le fait que notre ami Michel Onfray, il aime beaucoup taper sur la chrétienté, sur l'Église. Encore une fois, c'est un athée qui le dit, donc je ne suis pas choqué du tout. Moi, ça ne me gêne pas qu'on blasphème ou qu'on parle des religions, tant que c'est pas purement gratuit ou purement méchant. C'est pas le cas chez Michel Onfray, encore que ça puisse être purement gratuit. Il faudrait que ce soit constructif pour que ce soit intéressant. Là, ça l'est. C'est constructif chez Onfray. Il essaye d'expliquer pourquoi il y a un problème globalement avec l'Église catholique qui a eu cette vision délétère des plaisirs, du corps, qui a globalement, c'était les vainqueurs d'une civilisation, donc qui a mis sous le tapis, évincé d'autres religions. Ils l'ont fait avec d'autres religions, mais d'autres principes de pensée philosophique, d'autres manières de vivre en fait. Et donc il ne peut pas s'empêcher de taper régulièrement sur l'Église tout au long du livre. Je vous cite un tout petit exemple. Donc on n'est pas loin de la fin du livre. Et il parle à cette époque de Lucrèce, donc on est à l'époque romaine. Donc il nous parle de Rome. Dalmate, converti à Rome, Jérôme a laissé un nom comme épistolier, commentateur de l'Église de Matthieu, exégète et bibliste, à savoir traducteur et réviseur du texte latin de la Bible. Que pareille tâche relève d'individus aussi peu scrupuleux, honnêtes et loyaux, en dit long sur l'idée qu'on peut se faire de cette masse de scribes qui fabriquent le christianisme à partir d'un Jésus de fiction. Entre la fin du IVe et le début du Ve siècle de notre ère, voilà ce qui se dit. Les échoppes où se fomente la fable chrétienne supposent un éloge des textes bibliques en même temps que la construction d'un discrédit des œuvres incompatibles avec le christianisme. Alors, il continue sur cette histoire, il nous parle de Jésus le crucifié, d'ailleurs il l'appelle le crucifié à plusieurs reprises, et il nous descend Jésus-Christ avant de se lancer dans ce livre, donc il y a une suite dans les idées, parce que 18 ans après, finalement, il écrit un livre sur Jésus pour expliquer que c'est un être conceptuel et qu'il n'a pas existé. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, et ça doit être intéressant. Je vais peut-être me plonger dans son livre sur Jésus pour voir ce qu'il a à en dire, même si je connais sa thèse. Alors là, je termine véritablement. Il y a un lien immédiat avec ce que je viens de vous dire. Il y a un truc qui m'a déplu, là, chez Michel Onfray, à la lecture de ce qu'il peut dire aujourd'hui. Onfray se positionne aujourd'hui comme un anti-woke. Il pense que la cancel culture, c'est un véritable problème, cette volonté d'évincer le monde d'avant, de construire un nouveau monde sur les ruines de l'ancien, de chasser la civilisation judéo-chrétienne pour une civilisation woke. Il est contre ça, c'est en quoi je le rejoins, il a bien raison. Mais à l'époque, quand il écrit en 2006, Michel Onfray participe déjà un peu au wokisme. Pas pour la destruction de Jésus, ou de son historicité potentielle, pour des petits détails. À plusieurs reprises, dans le livre, Michel Onfray, il emploie une terminologie purement woke qui s'appelle l'ère commune. Alors, on parle d'ère commune en sciences, en archéologie, en histoire, quand on ne veut plus employer la terminologie avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, le terme ère commun, ère commune, il est utilisé à dessein. On veut chasser du paysage littéraire la référence à Jésus-Christ, donc on emploie ère commune. Et à cette époque, en 2006, Michel Onfray, il le fait. Ce qui est très curieux, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps. Il le fait de temps en temps, et parfois il emploie avant et après Jésus-Christ, et parfois il le fait même dans le même paragraphe. Il y a une sorte de schizophrénie chez Michel Onfray qu'on perçoit déjà à cette époque. Donc je vous cite un exemple. Il y en a plusieurs, mais je n'en cite qu'un, c'est très court. Au milieu du IIe siècle avant l'ère commune, Alkios et Philiskos, deux Grecs,
sur lequel on ne dispose d'aucun renseignement, se propose d'implanter la philosophie d'Épicure à Rome. Peut-être faisait-il partie du paquet de philosophes expulsés de la capitale italienne en 173 avant Jésus-Christ. Bon, j'arrête là, voilà, ça sert à rien. Il continue, il refait le coup à plusieurs reprises, et il nous parle d'air commune à plusieurs reprises. Et moi, je suis désolé, évidemment que quand on parle d'air commune, c'est du wokisme. Moi, quand j'ai étudié l'archéologie à l'université il y a longtemps, eh bien, on parlait pas d'air commune. Hein. On m'a toujours parlé avant Jésus-Christ. En tout cas, il y avait déjà une volonté de dire avant le présent. Je me rappelle, on m'avait appris ça. Mais c'était une terminologie déjà anglaise. Ça venait de l'anglais, de l'américain même, before present, et on disait ça pour justement ne pas employer le terme avant Jésus-Christ. Mais ça, c'était sur l'archéologie préhistorique, globalement. Donc en préhistoire, on peut dire, oui, on parle de 10 000, on dit 10 000 avant, on élude avant Jésus-Christ. Même si évidemment, il y a des décennies, on disait systématiquement avant Jésus-Christ. Mais par contre, en histoire, on ne me disait jamais de l'ère commune. Cette volonté de chasser Jésus-Christ des textes historiques, c'est vraiment typique du wokisme. Donc voilà, je termine avec ça. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est assez complexe à lire, je l'avais dit tout à l'heure. Mais malgré tout, ça m'a quand même donné envie de lire le second tome. Et je me suis lancé dans le deuxième tome, c'est le christianisme hédoniste. Je ne sais pas si j'en parlerai, on verra. C'est la suite de la contre-histoire de la philosophie. Donc moi, je vous conseille quand même de le lire. J'ai entendu des gens qui disaient que ça leur plaisait pas parce qu'ils ne faisaient que taper sur l'Église dans ce livre. Ça n'est pas vrai, c'est faux. Ce serait vraiment beaucoup trop simpliste de résumer la pensée de mon frère à ça dans ce livre-là. C'est vraiment une volonté de redorer le blason des philosophes anciens, présocratiques. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Il y a une superbe bibliographie commentée par Onfray à la fin du livre, dans laquelle on peut puiser. J'ai déjà cherché des références. C'est vraiment intéressant, elle est vraiment bien faite. Hein. C'est une bibliographie qui ne se contente pas de citer des ouvrages, mais qui les explique. Alors, une bibliographie dans tous les sens, hein, qui va dans le sens de Onfray, qui va dans le sens inverse. Donc, c'est vraiment une très belle bibliographie. Il y a un index aussi qui est très bien fait si on veut rechercher une thématique. Voilà, je tombe sur le plaisir, la souffrance. Là, on a vraiment des références. Donc, le livre est vraiment bien édité et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, à bientôt pour une autre chronique littéraire.